Bonjour, Laurent Vidal, vous êtes anthropologue, vous travaillez pour l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et vous avez co-signé voilà, quelques jours avec Fred Eboko, qui est politologue, et David Williamson, qui est climatologue, également à l'IRD, une tribune dans le Monde Afrique intitulée Coronavirus, le catastrophisme annoncé, reflet de notre vision de l'Afrique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'était ce catastrophisme ? À la fois pour répondre à votre question et puis pour replacer dans le contexte, moi j'ai été frappé depuis le début de l'épidémie, donc en Asie, en Europe, et donc assez rapidement, on s'est préoccupé un peu de l'Afrique, c'est qu'il y avait des discours vraiment univoques, c'est-à-dire que c'était une catastrophe annoncée. Ça relevait presque de la prophétie autoréalisatrice ou de la divination. C'était un peu ça notre difficulté, c'est-à-dire quels chiffres il y a derrière cette catastrophe annoncée et quelles idées, voire représentations de l'Afrique il y a. Alors, ce sont surtout ces représentations qui nous ont frappés et on a constaté qu'effectivement, dans les hypothèses mises sur la table pour développer ce discours catastrophiste, il n'y avait que des hypothèses à charge que l'on connaît parfaitement. Je parle d'hypothèses, on pourra dire aux faits, c'est-à-dire des systèmes de santé fragiles, c'est-à-dire potentiellement une forme de productivité dans les grandes villes, etc. Et de façon très étonnante, et c'est ça qu'on essaie d'expliquer dans cette tribune, les hypothèses permettant de relativiser cette catastrophe annoncée, ou en tout cas d'être plus objectives, étaient mises sous le tapis, n'étaient pas du tout évoquées. Alors qu'il y en a au moins une qui était plus que de l'ordre de l'hypothèse, puisqu'on avait déjà des évidences scientifiques en Europe, c'était la jeunesse de la population. Ce n'est pas un scoop que les populations africaines globalement sont très jeunes. Alors évidemment, là je parle de l'Afrique, on est bien d'accord que l'Afrique est très plurielle, qu'il y a des situations, y compris en Afrique subsaharienne, qui sont très différentes d'un pays à l'autre, sans parler de l'Afrique le sud de la Méditerranée. Bon, donc on sait qu'on est dans des contextes où globalement les populations sont très jeunes, premièrement. Et deuxièmement, ce que nous montraient les premières analyses sur le Covid, on le sait très bien, c'est que les jeunes étaient moins touchés, on ne sait pas, mais enfin en tout cas que la mortalité chez les jeunes, les cas graves étaient inférieurs. La question c'est pourquoi on n'a pas mis sur la table ce type d'hypothèse, et c'est le sens de notre tribune, c'est de dire que de toute façon, c'est vrai que ces hypothèses-là étaient occultées au profit d'une vision un petit peu fantasmée de l'Afrique, qui pouvait être un peu que le continent de la catastrophe, comme on se le représente depuis très longtemps d'ailleurs. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que ce n'est pas que tout se passe bien en Afrique, que ce soit pour Covid ou pour d'autres pandémies. Moi, j'ai longtemps travaillé sur le sida, il y a Ebola, je suis dans un pays qui vit en guerre, qui est sous menace djihadiste, comme beaucoup de pays du Sahel, etc. Donc, on n'est pas naïf par rapport à ça. On dit simplement, là, pour le coup, il y a quelques éléments, quelques faits qui n'ont pas été mis en avant pour équilibrer la balance d'un certain point de vue intellectuel. Alors après, notre propos, encore une fois, ce n'est pas de faire de projection, ce n'est pas de dire que la messe est dite, d'un point de vue sanitaire en Afrique. Bien entendu, la situation est là, elle peut s'aggraver. C'est simplement... Qui sont les catastrophistes dont vous parlez? C'est les médias, les politiques? Alors, oui, il y a des médias. Alors, je ne vais pas faire le procès des médias parce qu'ils nous ont beaucoup aidés, beaucoup éclairés, relayé beaucoup d'informations et fait des enquêtes de terrain. On voit pas mal de dossiers dans des quotidiens français actuellement qui sortent. Non, c'est les médias et puis, oui, un certain nombre de commentateurs, je dirais, qui se revendiquent scientifiques ou journalistes ou autres. Alors, donc, vous évoquez une absence de bon sens, entre guillemets, c'est moi qui mets les guillemets, vous évoquez ce bon sens dans cette tribune. Qu'est-ce que ça veut dire, ce bon sens? Parce que le bon sens, c'est un terme toujours un peu nébuleux. Qu'est-ce que vous mettez dans le bon sens? Le bon sens, d'abord, c'est regarder les situations telles qu'elles sont. Donc, j'ai parlé de la jeunesse, et après, quand on a essayé avec Fred Eboko de Williamson de construire cette tribune, en dénonçant donc ce discours catastrophique qui renvoie à une vision un petit peu à sens unique et négative de l'Afrique, le bon sens, c'est de mettre les hypothèses dont on a connaissance dans la balance, et de ne pas la faire pencher uniquement du côté des hypothèses négatives, et puis surtout regarder les chiffres qu'on a à notre disposition. Alors, là aussi, on n'est pas naïf, on n'est pas idéaliste, on sait que les statistiques sont produites d'une certaine façon, qu'elles peuvent être extrêmement friables, ceci étant pas qu'en Afrique, même
peut-être plus en Afrique qu'ailleurs. Hein. On voit bien ce qui s'est passé en Asie ou en Europe par rapport à la production de statistiques. Et le chiffre sur lequel on s'est arrêté, mais encore une fois, cette tribune, ce n'est pas un article scientifique, c'est un article de réflexion qui ouvre des pistes, c'est quand même celui de la mortalité. Donc là aussi, ça relève du bon sens. Je veux dire, on est, comme vous l'avez dit, des chercheurs en sciences sociales, puis on a un collègue de sciences environnementales. Aucun d'entre nous n'est épidémiologiste et médecin. Simplement, on regarde les données que voilà, les médias nous produisent, que l'OMS nous produit, etc., ou que l'Union européenne ou le site de Johns Hopkins nous produit. Et là, qu'est-ce qu'on voit, hein, en étant prudent par rapport à ces statistiques, c'est qu'il y a au jour d'aujourd'hui une mortalité officielle très faible en Afrique. Enfin, en tout cas, un nombre de morts très faible. Et surtout, quand on compare le nombre de morts par million d'habitants sur le continent africain, voire même l'Afrique subsaharienne, et en Europe ou en Amérique au sens large de l'autre côté, on n'est pas dans la même dimension. On n'est clairement pas dans la même dimension. On a un mort pour 1 million d'habitants ou un peu plus en Afrique et plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines sur les autres continents, par million d'habitants. Donc, évidemment, peut-être que c'est très sous-estimé en Afrique, mais quand même, il se joue quelque chose. Donc voilà, pourquoi aussi ces chiffres-là qu'on a eu relativement tôt, hein, même si l'épidémie a officiellement démarré plus tardivement en Afrique, pourquoi ces chiffres n'ont pas été mobilisés? Alors, là-dessus, je veux être clair, hein, on n'est pas du tout dans une stratégie complotiste à l'envers, hein, en disant, non, il n'y a pas de complot contre l'Afrique, il y a juste un ensemble de représentations, de perceptions qui sont assez systématiquement négatives. Alors oui, l'Afrique est confrontée à un défi, mais comme on le dit sans forcément développer dans cette tribune, mais ce sera l'objet d'autres réflexions, il y a des ressources. Il y a des ressources et ça, je pourrais développer. Comment est-ce qu'on explique cette espèce d'a priori systématique, presque atavique, qu'on a envie de dire, du nord à la destination de l'Afrique, ce regard? Je crois que d'abord qu'il est très ancré historiquement, hein, avec il est peut-être renforcé dans le cadre de la relation entre les anciennes colonies et les anciens colonisateurs, où il y a peut-être parfois une forme de condescendance. Il peut être relayé aussi et entretenu à dessein pas par un certain nombre de gouvernements africains qui se complaisent dans cette situation négative, dans cette perception négative, justement pour pouvoir avoir accès à l'aide internationale, par exemple. On n'est pas dupe de ça. On ne dresse pas le panorama d'un Occident, entre guillemets, mal intentionné et d'une Afrique victime. L'Afrique est aussi indépendante depuis 60 ans, dans beaucoup de pays, en tout cas, sur ses anniversaires, et donc il y a des responsabilités au niveau des États. Mais c'est ancré, et effectivement, il y a un certain nombre d'événements qui ont concouru à cette représentation. Avec un point important, si on s'en, je dirais, aux épidémies, parce que cette vision négative s'applique aussi au conflit, j'en ai parlé, à la pauvreté, etc. Avec un point important, c'est que, pour une fois, l'Afrique est touchée par une épidémie qui n'est pas originaire d'Afrique. D'ailleurs, on parle d'importation de cas en Afrique, au début. Les mots ont un sens. On a parlé d'importation de cas, mais c'est des voyageurs, quelle que soit la nationalité, qui sont arrivés en Afrique et qui ont commencé à diffuser le Covid-19. Puis après, on a parlé de cas communautaires, c'est-à-dire des personnes dépistées, mais dont on ne voit pas de lien avec un voyage. Contrairement justement, à des maladies dont elle a été jugée responsable, j'utilise le mot à dessein, de l'exportation à travers le monde, le VIH, Ebola, etc. Donc, voilà, il y a aussi quelque chose qui relève d'une inversion. Hein. Donc, c'est peut-être un hasard épidémiologique. On va creuser pour voir effectivement comment se fait-il que l'Afrique semble être moins touchée, mais toujours est-il que ces éléments-là n'ont pas été pris en compte dans les projections faites sur l'Afrique et on pourrait faire une recension du nombre de fois où le mot catastrophe a été prononcé pour parler de Covid en Afrique. On serait très étonné. Donc, ça renvoie à des représentations très anciennes liées à des maladies, puis à une forme de condescendance aussi qu'on peut trouver sur le continent africain. Alors que justement, ce que vous pointez également dans cette tribune, c'est que pour le coup, l'Afrique, les pays africains ont globalement réagi très vite au moment de l'apparition de la Covid. Voilà, c'est ça. Il y a eu des réactions alors, au niveau des gouvernements, donc des mesures prises relativement tôt, hein,
par exemple, au Mali, et encore une fois, c'est un simple constat, il y a eu des mesures prises, notamment de fermeture des aéroports et autres, avant même la première déclaration du cas. On va me dire, oui, mais il y avait déjà des cas, ils n'étaient pas dépistés. Je ne le discute pas, ça. Je dis juste qu'en termes de timing, quand on superpose, si vous voulez, le moment auquel les décisions ont été prises dans un certain nombre de pays africains avec le moment auquel elles ont été prises, par exemple, en France, le nombre de cas en présence au moment de la décision n'a rien à voir. Hein. Il y avait beaucoup moins de cas en Afrique. Voilà, donc des mesures ont été prises assez rapidement. Fermeture des aéroports, des rassemblements de taille importante, des écoles, universités. Voilà. Après, on voit bien qu'il y a voire certaines villes qui ont été bloquées. Hein. Il y a eu un blackout de certaines villes, comme Lagos ou le Grand Abidjan en Côte d'Ivoire, comme on dit. Après, il y a des mesures qui sont difficilement applicables, même si ça l'a été dans quelques villes. C'est là, par exemple, la question du confinement. Et là, pour le coup, les problématiques que l'on voit émerger en Europe sur oui, mais il ne faudrait pas qu'une crise sanitaire s'ajoute une crise économique et sociale. De façon intéressante, en Afrique, ils l'ont très vite saisi, c'est-à-dire qu'ils ont très vite arbitré les deux en même temps. Le confinement n'est pas réaliste. Ça peut, d'abord, ça serait mettre à terre toute une économie informelle qui est extrêmement importante, au-delà de l'économie formelle. Et puis surtout, ça serait un facteur de déstabilisation sociale ou politique très fort. Donc, d'autres mesures, voilà. Et puis là, on voit apparaître de plus en plus des obligations de port du masque dans les espaces publics. Donc ça, c'est pour les décisions prises. Après, leur application est plus compliquée. On est dans des pays, par exemple les pays très majoritairement musulmans, où il y a eu des réactions différentes par rapport à fermeture ou pas des mosquées. Bon. Oui, parce que ça tombait concomitamment avec le ramadan. Compliqué. Voilà, qui plus est. Voilà. Et aussi des mesures de couvre-feu. Hein. J'en ai pas parlé, mais c'est vraiment important. Donc, après, il y a l'application et la bonne gestion de ces mesures, qui est encore une autre difficulté. Mais des mesures ont été rapidement prises. Et puis surtout, c'est pour ça qu'on renvoie à l'expérience d'Ebola en disant, voilà, la dite société civile, en tout cas les ONG qui sont musées sur les questions de la santé se sont assez rapidement mobilisées. On voit par exemple qu'il y a une production de masques chez les couturiers, les tailleurs, comme on dit en Afrique, qui est extrêmement qui est dynamique. Voilà. Donc il ne s'agit pas, à l'inverse, encore une fois, de dresser un panorama paradisiaque de la situation en Afrique. Non, encore une fois, on est au milieu du gué. On ne sait pas ce qu'il va advenir. Mais néanmoins, au jour d'aujourd'hui, et puis depuis le mois de février où ces discours sur l'Afrique ont commencé à être produits, on a fait une analyse un petit peu à sens unique, sans voir les chiffres qu'on avait à notre disposition, même s'ils sont fragiles, et sans voir ce qui se passait aussi sur le terrain. Donc maintenant, on commence un peu à se rendre compte que voilà, il y a des choses qui se font malgré tout. Alors vous, à titre personnel, en tant qu'anthropologue, pour conclure, même si la crise, on l'a dit, n'est pas tout à fait terminée, quels enseignements vous pouvez d'ores et déjà tirer de cette crise pour le continent africain et puis également pour ses relations avec les pays du Nord? D'abord, sur le second point de votre question, je pense que pour le coup, l'Afrique aurait beaucoup moins de leçons à recevoir, voire elle serait en capacité d'en donner aux pays du Nord en général. Parce que les chiffres, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, plaident plutôt en sa faveur. Bon. Ensuite, effectivement, si ça peut aider, mais c'est un long chemin à déconstruire un peu cette image négative de l'Afrique. Et surtout, nous, notre plaidoyer dans cette tribune, c'est pour une forme d'objectivité. Hein. On n'a pas d'intérêt à ce que l'image de l'Afrique soit positive. Ce n'est pas ça le sujet. On veut simplement qu'il y ait une objective. Et c'est ça notre démarche scientifique. Bon. Ça plaide aussi, je dirais, pour un regard plus attentif sur ce qui se fait au niveau de ce qu'on appelle plus largement la société civile. Il y a quand même du dynamisme. Ça plaide aussi, parce qu'encore une fois, je le disais, il ne faut pas être angélique, par regarder de plus près comment un État arrive à la fois à prendre des mesures et les difficultés qu'il rencontre pour les appliquer. Je crois que là aussi, il y a un sujet important. Voilà. Et puis surtout, c'est un rappel. Et pour certains d'entre nous qui avons travaillé depuis longtemps sur le sida, dès les années 90, ça plaide pour ne jamais oublier quelque chose concernant la réaction des sociétés africaines. Alors, je mets beaucoup de pluriel à cette expression-là, sur ce qu'on appelle la hiérarchisation des risques. Hein, voilà. Parce que notre première réaction un petit peu familière, c'était de dire oui, mais c'est les sociétés qui en ont vu d'autres. Et c'est vrai qu'ils en ont vu d'autres. Donc, on parle de résilience, mais aussi on est dans des contextes où les personnes doivent arbitrer entre plusieurs risques.
hein, le risque économique, le risque social, le risque sanitaire. Et d'une certaine façon, c'est une force. Hein. Et puis, il y a aussi peut-être une forme de rapport à la maladie, de rapport à la mort qui est différent. Qui fait qu'il y a peut-être moins de panique a priori ou de peur a priori par rapport à cette épidémie. Et moi, je pense que ça peut être un facteur intéressant. C'est quelque chose qui devrait être creusé parmi les pistes de recherche que l'on trouve, parce que le sida nous l'a montré, et voilà aussi, la peur n'est jamais bonne conseillère en matière de prévention des épidémies. Hein. Ça génère au contraire soit de la stigmatisation vis-à-vis des gens supposés atteints, soit au contraire des formes de déni. Donc voilà, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des mots MAUX en Afrique, mais il y a aussi des ressources. Hein. Et ça, ce n'est pas propre à la gestion de Covid, ce n'est pas que Covid qui nous le dit, c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler, de tenir cette tribune. C'est parce que c'est ce qu'on observe depuis quand même pas mal de temps en Afrique, malgré les difficultés que les pays connaissent. Et on le voit, il y a beaucoup de travail à produire encore sur les enseignements de cette crise de la Covid en Afrique et puis évidemment dans le monde. Coronavirus, le catastrophisme annoncé, reflet de notre vision de l'Afrique. C'est donc cette tribune que vous co-signez dans le Monde Afrique avec Fred Eboko et David Williamson, tous trois. Vous travaillez pour l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Merci Laurent Vidal. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir.